rien. Et ça ne signifie rien. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud, les lectures sont de Camille Bloomberg et cette émission est réalisée par Lucien Auriol. Elle est également préparée avec l'aide de Pierre de Charette, Victor Simon, Pierre Tréléa et Eban Valaïs. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites Amicus Radio et les Surligneurs. L'Europe. Et aujourd'hui, effectivement, cette Union européenne carcérale, parce qu'on est aujourd'hui en prison et on paye un loyer très cher, elle nous fait perdre 10 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros donnés à nos concurrents en excédent alors qu'on presse les Français d'impôts. Bonjour. Vous venez d'entendre Jordan Bardella, député européen du Rassemblement national au Parlement européen, et Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Alors, quelle est l'idée reçue ? L'idée ici est que l'Europe coûterait trop cher, ou bien, en tout cas, qu'elle coûterait plus que ce qu'elle rapporte. Et alors, d'où vient cette légende européenne ? Comme souvent pour les idées reçues sur l'Europe, cela vient du Rassemblement national ou de la droite souverainiste. On a entendu en introduction Jordan Bardella et puis aussi Nicolas Dupont-Aignan, qui sont tous les deux, l'un un parti d'extrême droite et l'autre d'un parti souverainiste. Mais comment cette idée reçue s'est-elle répandue ? Eh bien, ça commence dans les années 90, quand la France commence à verser au budget européen une contribution. Le retour en subvention de l'Union est en général assez substantiel pour la France, qui profite à plein de la politique agricole commune. Mais en 2013, la contribution de la France a été anormalement élevée. Et chose qui ne s'est pas produite depuis, mais pourtant, les chiffres cités par les partis qu'on a entendus en introduction sont généralement ceux de 2013. Et alors pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît ? Parce qu'elle donne un argument en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Ajoutée à la discipline budgétaire à laquelle les États se sont astreints de fait de leur appartenance à l'Union européenne, l'argument est simple. L'Europe nous prend de l'argent et en plus, elle nous empêche de dépenser. De simple à simpliste, il n'y a que quelques petites lettres. Et alors c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, il est vrai que la France verse plus d'argent qu'elle n'en reçoit des caisses de l'Union. Et ces calculs sont largement incomplets. Si on veut véritablement savoir si la France verse trop d'argent à l'Union ou que l'Union coûte trop cher à la France, il faut élargir quelque peu. Christine tient un restaurant rue du 4 septembre à Béziers. Sa spécialité, la daube de taureau, les tielles siétoises et, l'été, elle propose une paella pour le dîner dans une formule spéciale famille. Formule qui convient aussi tout à fait au groupe d'amis venus fêter le bac obtenu au lycée Jean Moulin. Et pour Christine, l'Europe, c'est loin. D'autant qu'elle n'a jamais vraiment touché d'argent de l'Union. Son fils à la limite, lorsqu'il est parti en Écosse l'an dernier pour un semestre Erasmus. Les touristes essentiellement européens qui, l'été, viennent remplir les rangs de son restaurant. Peut-être. Mais lorsque Christine achète sa viande, qu'elle choisit avec soin, elle sait que celui qui a élevé l'animal a, lui, touché des aides européennes. Et que grâce à ça, elle peut acheter du bœuf français pour un prix raisonnable. Pour ses tielles, Christine se fournit à Sète, chez Giulietta, les meilleurs de Sète. Oui, parce que à Sète, les meilleures tielles, ce sont les descendants d'immigrés italiens qui les font le mieux. Et dans sa paella, l'été, elle aime ajouter de la sèche, pêchée en Méditerranée. C'est-elle que, s'il y en a encore, c'est parce que des quotas de pêche européens permettent au stock de poissons de se renouveler et continuer à fournir ce dont l'Europe a besoin, sans piller les fonds marins. Et grâce au tourisme, grâce à une protection des consommateurs qui fait qu'un visiteur allemand pourra s'installer à sa table sans craindre l'intoxication alimentaire, l'été, son restaurant est plein. Avec une TVA à 20% sur son chiffre d'affaires, voilà qui fait aussi l'affaire des caisses de l'État. Le marché intérieur européen facilite un brassage culturel et économique inédit. C'est la logique d'un marché intérieur, assurer la libre circulation des personnes ou encore des marchandises, sans crainte, sans a priori. Et ça peut rapporter gros. Si on regarde au-delà de la seule contribution de la France au budget de l'Union, le bénéfice est assez net.
Disons-le tout de suite, la France verse chaque année plus que ce qu'elle reçoit en subvention de la part de l'Union européenne. En 2020, elle doit verser un peu plus de 21 milliards d'euros et devrait, selon toute vraisemblance, recevoir quelques 15 milliards d'aides. On voit donc que l'écart constaté entre ce que la France verse à l'Union et ce qu'elle en reçoit est assez important puisqu'il s'établit à 6 milliards d'euros. C'est à peu près le montant que la France dépense chaque année pour le fonctionnement de sa justice. Autrement dit, chaque année, la France perd l'équivalent du budget de ses tribunaux et cet argent va dans les caisses de l'Union européenne. Au Royaume-Uni, cette cagnotte avait été au cœur de la campagne pro-Brexit, puisque Nigel Farage, leader séparatiste, si on peut dire ainsi, avait promis à tout micro qu'on lui tendait de donner les 400 millions d'euros que le Royaume-Uni verse chaque année à l'Union au NHS, le système de santé britannique. Promesse d'ailleurs qui renia finalement 24 heures après le référendum devant des électeurs britanniques médusés. Alors comment en est-on arrivé là ? À l'origine de la construction européenne, lorsque la première communauté a été créée, le souci des pères fondateurs, au premier rang desquels Robert Schuman et Jean Monnet, était de faire en sorte que la communauté ne serait pas à la merci des États. Parce que si on regarde le modèle traditionnel, lorsqu'on fonde une organisation internationale, son financement est en général basé sur les contributions des États et en général en fonction de leur capacité de paiement. À l'ONU, par exemple, le budget est quasi exclusivement alimenté par les États qui paient en fonction de plusieurs critères qui reflètent en général la richesse de l'État, la capacité à pouvoir payer et d'autres éléments. Mais cette technique, elle a ses inconvénients, car elle permet aux États, surtout les plus gros contributeurs, de faire pression sur l'organisation. Les États-Unis, qui sont les plus gros financeurs de l'ONU, ont menacé et mis à exécution d'ailleurs, à la demande de Donald Trump, des coupes dans les paiements. En 2019, le manque à gagner pour les Nations Unies était de 250 millions d'euros. Résultat, l'ONU ne pouvait plus financer des troupes de maintien de la paix mises à disposition par les États, mettant à mal, comme le révèle le site RFI, les finances de pays comme l'Éthiopie. C'est pour éviter cette pression permanente qu'il a été prévu que la communauté européenne du charbon et de l'acier, la première communauté, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Union européenne, serait financée non pas par les États membres, mais par un impôt direct visant les producteurs de charbon et d'acier. Pour la communauté économique européenne, créée en 1957 par le traité de Rome, c'est plus compliqué. La mise en place de ressources propres va se faire progressivement jusqu'en 1970, et à cette époque, le budget est alimenté par les droits de douane qui sont perçus sur les marchandises qui sont importées dans la communauté et par une partie de la TVA qui est reversée par les États à la communauté. Mais très vite, le système va se trouver asphyxié. Avec les élargissements et l'augmentation des missions dévolues à la communauté économique européenne, son budget est multiplié par 20 entre 1970 et 1988. Alors c'est la politique agricole commune qui absorbe les 2/3 du budget européen à l'époque. Et puis, il faut aussi prendre en compte la diminution d'année en année des droits de douane sous l'effet des règles de l'OMC. Plus de dépenses, moins de recettes. La communauté ne peut plus verser ses subventions et s'ouvre alors une crise en 1988. Les ressources propres ne suffisent plus. Alors, le président de la Commission européenne, Jacques Delors, propose que les États mettent la main à la poche. Ils acceptent, et dès 1990, on voit naître une contribution des États au budget de la communauté européenne, devenue depuis l'Union européenne. Et d'année en année, cette contribution des États prendra une part de plus en plus importante dans le budget de l'Union, jusqu'à représenter désormais 70% de son budget. Alors le problème, c'est que les États ne sont pas tous égaux face aux subventions de Bruxelles. Certains reçoivent peu, d'autres beaucoup, et ceux qui reçoivent peu voudraient moins payer. Bienvenue dans le monde du chacun pour soi. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living all the
Vous êtes toujours sur Amicus Radio et vous écoutez Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent. Et cette pause musicale était assurée par Rousse avec le mélancolique Psycho Part 2. Alors maintenant que chaque État membre donne un peu de son budget pour le budget de l'Union, arrive ce qui devait arriver. Et que les pères fondateurs d'ailleurs voulaient éviter. Les pressions des États sur les politiques européennes. Vous n'avez pas de frontières extérieures avec l'Union, vous ne voudrez pas payer pour la sécurité des frontières de ceux qui sont aux marches de l'Union. Voyez comment l'Italie essaye tant bien que mal, et avec des moyens de moins en moins importants de la part de l'Union, de gérer la question des migrants qui prennent la mer depuis les côtes libyennes. Vous avez sacrifié votre agriculture dans les années 80 pour transformer votre pays en grand pourvoyeur de services financiers. Eh bien, vous n'avez pas envie de payer pour les agriculteurs français. J'ai nommé le Royaume-Uni. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back, over and above what we contribute to the community, which is covered by our receipts from the community. Broadly speaking, for every £2 we contribute, we get £1 back. That leaves us with a net contribution of £1,000 million next year to the community and rising in the future. It's that £1,000 million on which we started to negotiate because we want the greater part back. But it's not asking the community for money, it is asking the community to have our own money back. I want my money back, disait Margaret Thatcher à ses partenaires européens. Et pour cause, le Royaume-Uni, qui est entré dans la communauté européenne en 1974, dans une très mauvaise situation financière, se retrouve dans les années 80 être un État en excellente santé, au point d'être l'État le plus riche au sein de la communauté. Ne touchant plus les subventions qui lui avaient permis de se redresser, il devient un contributeur net, vraiment net. Et la première ministre britannique obtient un rabais sur sa participation au budget communautaire. Mais ce n'est pas la seule. D'autres, qui estiment aussi, souvent à juste titre, payer beaucoup pour un faible retour, ont obtenu un rabais comme l'Allemagne ou l'Autriche. Et à l'inverse, des pays qui bénéficient de subventions importantes ont accepté de donner un peu plus. Alors il y a par exemple la France ou l'Italie. Alors, où est la logique dans tout ça ? En fait, il ne faut pas vraiment en chercher parce qu'il n'y en a pas. Tout se négocie en fonction du poids politique de l'État. Et comme le relevait le journaliste Jean-Sébastien Lefebvre, spécialiste des questions européennes, à propos des négociations du 20 février 2020 sur le futur budget européen, au Conseil européen, chaque chef d'État et de gouvernement vient avec sa calculette, tableau Excel sous la main. Et de son côté, dans le journal Libération, le journaliste Jean Quatremer déplorait: les 27 États européens ont offert jeudi et vendredi un triste spectacle au monde, une nouvelle fois, celui d'une bataille de chiffonniers autour du budget communautaire. En réalité, c'est quand même difficile de chiffrer avec exactitude ce que la France donne ou ce qu'elle gagne de sa participation à l'Union européenne. Toute la difficulté vient de ce qu'il faut compter aussi ce que le marché intérieur apporte à la France en richesse supplémentaire. Parce que la logique du marché intérieur, c'est quoi ? On verse des fonds aux pays moins riches qui vont servir à payer des biens et des services des pays plus riches. En gros, plus le salaire d'un Tchèque est élevé, plus il peut acheter de vin français. Dans un chiffrage de la Commission et du Parlement européen, on estime qu'un Français paie en moyenne 200 € chaque année au budget de l'Union européenne et gagne sur son propre budget 2000 € par an. Les chiffres sont quand même assez difficiles à établir, puisqu'il faut arriver à déterminer combien un État aurait engrangé comme richesse en l'absence du marché intérieur. Mais selon plusieurs estimations, pour une contribution française autour de 20 milliards d'euros par an environ, le bénéfice s'élèverait entre 80 et 200 milliards d'euros. La France serait donc nettement bénéficiaire. Mais on pourra toujours considérer que la France donne trop à l'Europe,
qu'elle s'en sortirait mieux sans l'Europe. Et sur ce point, le Brexit sera un beau terrain d'expérimentation pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui pourrait se passer pour la France sans le marché intérieur européen. Mais en attendant un éventuel Frexit qui nous permettrait de vraiment comparer, c'est le moment d'écouter Tania Rachaud et sa chronique Droits de l'homme. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ? Au Pérou, en janvier 2020, ont eu lieu des élections législatives qui ont porté les centristes au pouvoir. Et vous me demanderez, quel est le rapport avec les droits de l'homme ? Eh bien, ces élections, comme d'autres au Gabon, en Jordanie, en Zambie, se sont déroulées sous l'œil averti d'observateurs de l'Union européenne. Il existe de nombreuses missions d'observations électorales envoyées par l'Union dans des États non membres. Mais de quoi se mêle l'Union européenne ? L'Union développe des relations avec le monde entier. Et dans ce cadre, elle prévoit un certain budget pour accompagner les démocraties et soutenir la protection des droits de l'homme. Concrètement, il s'agit de 1,332 milliards d'euros pour la période 2014-2020 qui sont consacrés à la démocratie et à la protection des droits de l'homme par le biais de ce qui est appelé l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme ou l'IEDDH. Lancé en 2006, il permet de financer des projets concernant le soutien aux droits de l'homme, notamment aux défenseurs des droits de l'homme, et ces fameuses missions d'observation électorales qui mobilisent tout de même 25% du budget, soit 38 millions d'euros. Chaque année, ce sont environ 10 missions d'observation qui sont envoyées, comprenant une équipe d'analystes et d'observateurs. Pour le reste du budget, les 75% restants, il est plus difficile d'accéder à une information concrète. Dans un rapport de la Commission sur les actions menées en 2018, on apprend simplement que 42 000 victimes de violations des droits de l'homme ont bénéficié de l'aide de l'Union européenne, mais sans davantage de détails. Une partie du budget de 2017 a aussi servi à mettre en place un concours pour récompenser des initiatives démocratiques qui s'appuient sur des technologies. Le concours mondial en ligne s'appelait Civic Tech for Democracy. Cette année-là, ils ont récompensé 6 projets. 3 soutenus par le vote des internautes, tout d'abord. Le premier ayant pour objectif de faciliter la façon de dénoncer des actes de corruption en Palestine avec l'utilisation des réseaux sociaux. Toujours dans le sujet de la corruption, la mise en place d'une formation journalistique a été aussi récompensée au Guatemala. Et le troisième projet, venant des Philippines, permettait de faciliter l'accès à l'information concernant les catastrophes naturelles. On compte ensuite parmi les 3 élus du jury professionnel une application relative au droit au logement au Cambodge. Un autre est aussi rattaché au journalisme en proposant une base de données agrégeant des informations relatives à des enquêtes menées en Amérique du Sud. Et le dernier concerne l'Afrique du Sud et consiste en un site internet recueillant toutes les alertes des différentes communautés pour créer une entraide, par exemple en cas de coupure d'électricité. Donc un prix a été donné à ces initiatives en 2018, organisé par Civic Tech for Democracy, dont le financement provient de l'IEDDH. En revanche, pas d'argent pour les projets gagnants qui ont simplement été invités à Bruxelles lors d'une soirée de présentation de leurs projets et qui ont tout de même pu rencontrer des experts de Civic Tech et de la démocratie. Ils doivent également être inclus dans le premier manuel européen de Civic Tech. Pas sûr que ce soit suffisant pour les booster, et d'ailleurs, nombre de ces projets ont une activité en baisse depuis 2019. Le rapport de la Commission indique qu'un document d'étape de l'utilisation de l'IEDDH a été publié en 2017, mais il n'est pas disponible en ligne. Bref, l'action la plus visible de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme par l'Union européenne reste la mise en place de missions d'observation électorales. Celles-ci ne se font d'ailleurs pas sans difficulté. Même si elles sont parfois invitées par le pays, comme en Tunisie en 2019, dans d'autres contrées, elles ne sont pas les bienvenues. C'est le cas pour les élections présidentielles ivoiriennes d'octobre 2020. Le président en place, Alassane Ouattara, n'a pour l'instant pas spécialement envie d'accueillir la mission, à tel point que la presse africaine évoque un divorce entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Merci Tania pour cette chronique Droits de l'homme et merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour l'actu. L'Europe, l'Europe, l'Europe.